Bonjour à tous. Vous êtes-vous demandé ce qui fait la cohérence de l'organisation des flux sur un territoire? Dit comme ça a l'air un petit peu abstrait, je vous l'accorde. Pour autant, c'est quelque chose de fondamental en matière d'organisation du territoire. Et l'organisation des flux, c'est aussi quelque chose de fondamental et de très structurant sur nos modes de vie, sur nos modes d'habiter, sur nos modes de se déplacer, sur nos modes de consommer, sur nos modes de jeter, etc. Et pour rendre ça un tout petit peu plus concret, je vous propose d'imaginer et d'essayer de visualiser l'ensemble des flux que l'on peut avoir sur un territoire donné. Alors il y a un certain nombre de flux qui sont visibles, qui sont assez évidents. On a les déplacements de personnes, par exemple, qui sont un flux hyper structurant en matière d'organisation du territoire. Mais on a aussi des flux de matière, des flux de matériaux, de construction, des flux de biens de consommation, des flux de denrées alimentaires. Mais ce n'est pas tout. On a aussi des flux d'énergie, on a des flux d'eau potable, d'eau pluviale, d'eau usée. On a aussi des flux de déchets sur nos territoires. Et puis on a aussi des flux d'informations. Donc essayez de visualiser l'ensemble de ces flux et d'imaginer ce que ça donne sur un territoire. C'est des choses qui structurent énormément les politiques d'aménagement. Et si on essaye, juste en quelques minutes, d'essayer de caractériser l'évolution de ces flux sur une époque récente, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que, en gros, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu une accélération aussi puissante, aussi extraordinaire de l'ensemble des flux que je viens de citer sur l'ensemble des territoires. Alors c'est une conséquence évidemment hyper importante en matière d'urbanisme, et puis ça a des conséquences aussi fondamentales sur nos modes de vie et sur notre quotidien. L'accélération de ces flux et l'organisation territoriale, c'est ce qui a structuré l'ensemble des politiques d'urbanisme depuis la deuxième moitié du XXe siècle, avec un modèle de développement qui était basé sur la vitesse de ces flux et sur l'organisation d'un réseau correspondant à chacun de ces flux. Je caricature un petit peu l'histoire de l'urbanisme de ces dernières décennies, mais c'est pour vous expliquer que, globalement, on avait des politiques d'aménagement ces dernières années qui permettaient une programmation, une conception urbaine quasi sans limite. On avait une facilité énorme à imaginer un fonctionnement avec des déplacements efficaces, avec des services urbains autour de la gestion de l'eau, autour de la gestion des déchets, autour de la gestion de notre alimentation, par exemple, ou de nos consommations, qui était quasiment sans limite. Et donc ce modèle de développement urbain, il nous a quand même permis, aujourd'hui, d'acquérir un certain confort, un confort quasiment inégalé, évidemment, et avec une augmentation et une accélération très forte de l'accès à un certain nombre de biens de consommation, de l'accès à un certain nombre de biens d'information, d'accès à un certain nombre de contenus culturels, d'accès à un certain nombre de biens alimentaires, par exemple, et de l'accès à un certain nombre d'espaces, avec des déplacements toujours plus rapides, et une facilité en termes d'organisation territoriale. Donc autrement dit, en un clin d'œil, aujourd'hui, dans nos territoires, on a accès à énormément de choses. On a accès à énormément de choses. Et donc ça, il y a un mythe derrière tout ça qui a structuré l'ensemble des politiques d'aménagement depuis de nombreuses années. Pour autant, ce mythe, il est quand même important, sans forcément totalement le déconstruire, d'y apporter quelques nuances et puis aussi quelques limites. On a imaginé structurer des réseaux pour aller toujours plus vite, en matière de déplacement par exemple, et pour autant sur l'un des éléments les plus structurants de notre quotidien en matière de déplacement, qui sont les déplacements domicile-travail, on constate toujours depuis 20 ans que chacun de nous, en moyenne, passe plus de temps à faire ce déplacement, le déplacement depuis chez moi jusqu'à mon lieu de travail. Qu'on a accéléré énormément la vitesse et l'efficacité des réseaux de transport, du réseau routier en particulier,
Pour autant, cette vitesse, elle a surtout été utilisée pour accentuer la distance entre le lieu de travail et le lieu du domicile. Ce qui fait que dans les faits, on va plus vite pour aller depuis chez soi jusqu'à son lieu de travail, mais on met toujours autant de temps, et en fait, plus de temps aujourd'hui qu'hier pour aller sur son lieu de travail. Donc en fait, le mythe d'avoir un progrès technique qui nous permet d'avoir des réseaux et des flux sur un territoire donné qui sont hyper efficaces, qui sont très rapides, il faut y apporter un petit peu quelques nuances. Il y a d'autres nuances derrière cette organisation territoriale, c'est le fait que le progrès technique nous permet de gérer des volumes énormes de flux, que ce soit des flux de déplacement ou des flux d'énergie ou tous les autres, dans des réseaux qui sont toujours plus efficaces. Donc ces réseaux, ils fonctionnent bien 90% du temps. Et cette organisation territoriale, par contre, on constate quand même de plus en plus qu'elle n'est pas hyper résiliente. Dès qu'il y a un problème non connu ou non identifié ou non anticipé, ces réseaux, ils arrivent très vite à saturation, et donc avec des conséquences qui souvent derrière le rendent très très inefficace pendant un certain temps. On peut penser par exemple au réseau d'eau pluviale. On a depuis de nombreuses années organisé la gestion de nos eaux pluviales avec des réseaux enterrés qui nous permettent, en gros, à chaque fois qu'une goutte tombe sur notre territoire, qu'elle soit gérée dans un tuyau qui l'amène très très vite, soit dans un milieu récepteur, soit dans une usine d'assainissement. Ce réseau, il fonctionne bien en temps normal, et le jour d'une pluie cinquantennale ou d'une pluie exceptionnelle, d'une pluie centennale par exemple, ce réseau, il arrive complètement à saturation, et dans beaucoup de territoires. Ce phénomène, il est renforcé en plus par le fait que cette organisation territoriale, elle a permis un éloignement, un étalement urbain, qui fait aujourd'hui qu'on a une artificialisation des sols et une imperméabilisation des sols qui s'est accélérée et qui du coup fait aujourd'hui qu'on a un certain nombre de réseaux qui sont déficients, alors que théoriquement, ils sont hyper efficaces pour gérer un service urbain qui est celui de gérer nos eaux pluviales ou nos eaux usées, par exemple. Donc le mythe d'avoir des réseaux connectés, organisés, dans lesquels on peut mettre des volumes importants à une vitesse très importante, il a un certain nombre de limites qui sont déjà inhérentes même à cette organisation. Et puis on a d'autres limites qui ne sont pas du tout neutres, c'est des limites environnementales. On est dans un monde fini, ça a été dit plusieurs fois déjà aujourd'hui, et donc cette organisation territoriale et cette accélération permanente des flux et des possibilités que ça permet, elle a longtemps été complètement déconnectée du fait qu'à un moment donné, ces réseaux et cette organisation, elle a un impact environnemental énorme. Alors est-ce qu'il est tenable? Est-ce que ce développement urbain, il est soutenable? Il y a aujourd'hui un certain nombre de modèles, un certain nombre d'écoles en matière d'urbanisme qui tentent à imaginer autre chose. On a aussi, et je fais un petit parallèle rapidement sur cette organisation territoriale, on a aussi, et on est obligé de le constater sur l'ensemble des territoires, une forte inégalité sur ce développement urbain. C'est-à-dire que le confort et l'organisation efficace qu'on peut avoir à travers ce type d'organisation des flux, on va le retrouver sur un certain nombre de territoires, et beaucoup de territoires vont en être exclus. Donc vous voyez, aujourd'hui, et depuis quelques jours et de quelques semaines, l'actualité, c'est autour de la question de l'accès au réseau de télécommunications, et on a un certain nombre de territoires en France qui sont totalement déconnectés de quelque chose qui profite par contre à un certain nombre d'autres territoires en matière de vitesse, d'accès à Internet par exemple. Et on a une autre inégalité qui, elle, peut se retrouver sur un territoire qui pour autant est connecté et qui bénéficie, on va dire, de cette organisation territoriale efficace, en théorie, c'est une inégalité entre les habitants. Aujourd'hui, une personne qui n'accède pas au réseau de transport et qui n'a pas accès à la même mobilité qu'un autre habitant sur un territoire pour des raisons qui peuvent être économiques ou autres, aujourd'hui, ça a été identifié comme un des principaux facteurs d'exclusion par rapport à la recherche de travail, par exemple, ou un certain nombre d'autres types d'accès au logement, etc.
Donc aujourd'hui, ce modèle-là, il est quand même largement réinterrogé. On a un mouvement autour, vous avez certainement entendu parler des écoquartiers, des quartiers durables. Donc il y a toute une sémantique derrière qui renvoie à l'idée d'avoir un développement urbain plus soutenable. Il y a un certain nombre de collectivités qui vont encore plus loin et qui développent carrément des concepts de site à slow, par exemple. Il y a des réseaux qui s'appellent site à slow qui permettent de réinterroger quand même notre rapport au temps et le fait que cette accélération permanente de l'organisation des flux, et en particulier des flux de déplacement, est-ce qu'elle est souhaitable en termes de cadre de vie et de mode de vie pour nous, êtres humains, avec une capacité limitée aussi de pouvoir gérer la vitesse. Et puis un certain nombre d'autres réseaux, villes en transition, etc., qui là permettent de pointer le doigt quand même sur le caractère soutenable et tenable de ce type d'organisation territoriale. Donc on a aujourd'hui un certain nombre d'écoles en matière de conception urbaine ou de programmation urbaine, ou même de planification urbaine à l'échelle grand territoire, qui, plutôt que de continuer à imaginer un réseau toujours plus grand, toujours plus étalé, qui rentre en concurrence avec un autre réseau dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est le réseau écologique, par exemple, avec, en termes d'aménagement du territoire, une trame verte et bleue qui rentre en concurrence avec les infrastructures qu'on construit pour les réseaux qui permettent d'assouvir nos besoins, et puis qui rentre en concurrence aussi avec l'étalement urbain, l'éparpillement urbain. On a un certain nombre d'écoles qui préconisent une réduction, plutôt que d'augmenter la vitesse entre un point A et B, de réduire la distance entre un point A et B, et voire de limiter un certain nombre de flux à un point A. Et donc, ce n'est plus des flux, c'est uniquement des stocks. Voilà, derrière tout ça, il y a un certain nombre de paradigmes autour de, je vous invite, si vous voulez approfondir un peu le sujet, le métabolisme urbain, l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité appliquée au territoire. Mais derrière tout ça, il y a un principe assez simple, c'est comment, à l'échelle d'un quartier, on est capable d'être plus autonome. Alors, je prends quelques exemples de flux classiques. Le flux d'énergie, par exemple, qui est aujourd'hui beaucoup traité dans tout ce qu'on appelle Smart City, l'intelligence des réseaux, l'intelligence de la ville. On est capable aujourd'hui de créer des quartiers qui réduisent d'abord leurs besoins. Avant d'imaginer de créer des flux, on réduit ces flux. Et ensuite, de pouvoir produire localement pour répondre à ces besoins. Donc avec des quartiers qui sont quasiment autonomes d'un point de vue énergétique. On a réduit complètement les besoins de chaleur et les besoins d'électricité, les deux principaux besoins en termes d'énergie. Et puis on a produit localement quelque chose qui permet finalement d'éviter un réseau immense, parfois pas toujours si efficace que ça, et avec une résilience qui est beaucoup plus forte. La question des déchets, par exemple, c'est un autre exemple assez parlant. On a aujourd'hui un volume de déchets, on le met dans notre poubelle, peu importe le volume, en un clin d'œil, il est collecté et puis traité à l'extérieur, très souvent des agglomérations. Pour autant, dans notre poubelle, on a un tiers de déchets organiques qui pourraient être valorisés sur place. On a une partie des déchets qui sont des encombrants, qui pourraient faire l'objet de réemploi sur place et profiter à d'autres. Et on a comme ça tout un certain nombre de flux. À l'intérieur du flux déchets, on a plusieurs flux qui pourraient eux-mêmes être traités de façon très locale et donc du coup très autonome à l'échelle d'un quartier. On pourrait prendre la même chose sur les questions d'agriculture, par exemple, la même chose sur les questions de gestion de l'eau, de déplacement, avec sur les déplacements, par exemple, aujourd'hui beaucoup de collectivités qui s'interrogent sur, plutôt que de créer, de répondre à des besoins en termes de déplacement, d'essayer de limiter ces besoins en termes de déplacement. Et donc plutôt que d'investir des millions en termes d'infrastructures et de réseaux pour que les flux de voitures aillent toujours plus vite, d'essayer de réfléchir à promouvoir des formes de télétravail ou de coworking avec des espaces différents au sein des quartiers. Donc vous voyez que quand on dit tout ça, ça implique, en termes de conception et de programmation urbaine, quand on travaille sur un écoquartier par exemple, de réfléchir à des équipements qui apportent un service urbain différent. Plutôt que d'envoyer tout dans des tubes et que ce soit traité souvent à l'extérieur et assez éloigné de l'endroit où le flux commence, de pouvoir le traiter au maximum à l'échelle d'un quartier, avec la plupart du temps des équipements un peu hybrides, du coup, qui permettent d'apporter des services urbains. Donc des services urbains pour pouvoir travailler différemment, des services urbains pour pouvoir se déplacer autrement,
des services urbains pour pouvoir gérer les déchets autrement, gérer l'eau différemment, gérer l'énergie différemment. Et avec tout ça, on peut imaginer, et donc la démonstration, elle est aussi en lien avec la trame verte et bleue dont j'ai parlé tout à l'heure, que l'impact environnemental global et la préservation d'un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont des facteurs de changement hyper structurants sur nos territoires, la préservation de la biodiversité, la raréfaction de nos ressources, le changement climatique. On imagine qu'avec ce type d'aménagement et de programmation urbaine, on est beaucoup plus résilient, on limite beaucoup plus l'impact environnemental, on a un levier hyper puissant en termes d'organisation territoriale. Par contre, c'est une rupture totale par rapport aux politiques d'aménagement qui ont pu être menées soit à l'échelle de grands territoires, soit sur un quartier, soit même sur un bâtiment ou un lot à bâtir. Et ça réinterroge de façon assez profonde nos modes de vie. Donc voilà, je vous invite à suivre ce qui va certainement évoluer très rapidement dans les années qui viennent en matière de programmation urbaine et qui va certainement répondre de fait à un certain nombre de facteurs de changement qui nous tombent dessus et sur lesquels de toute façon l'urbanisme va devoir répondre en matière d'aménagement d'espaces publics, d'aménagement d'espaces privés et de programmation de services urbains. Merci.